Carole Naguère, vous êtes historienne de la photographie, vous êtes également commissaire d'exposition. Vous êtes d'ailleurs chargée de réaliser l'exposition anniversaire des 70 ans de Picto, une collaboration entre l'agence Magnum et le laboratoire. Pouvez-vous nous raconter la conception de cette exposition? Tout à fait. Alors, d'abord, cette exposition, c'est quelque chose de complètement nouveau pour moi, parce que d'habitude, je prends l'initiative et je travaille seule, bien sûr avec les photographes, mais là, l'initiative est venue de Picto, et c'est Julien Alamo qui a le crédit pour l'idée de l'exposition. Ensuite, la conception. Eh bien, il y a ce qu'on rêve et il y a ce qui est possible. Alors, ce que je rêvais au départ, pour pouvoir bien montrer l'évolution du tirage sur 50 ans, c'était d'emprunter l'exposition qui était la première exposition de Magnum, qui s'appelait Visage du temps, qui a été montrée à Vienne en 2006 et qui avait ensuite été perdue. Et cette exposition avait été conçue en 1956 avec les tout premiers de l'agence Magnum et quelques-uns de la deuxième génération. Mais ça s'est avéré impossible, d'abord pour des raisons de prix et ensuite à cause de l'extrême fragilité des tirages, en particulier ceux d'Henri, qui ne pouvait pas voyager. L'autre partie, c'est que je voulais inviter les premières femmes qui étaient à l'agence, c'est-à-dire Yves Arnold et Inge Morat, et ça c'est devenu impossible pour des raisons de délai, parce que leurs archives sont à Yale, à la Beinecke Library, et que ça leur prend à peu près 4 ou 5 mois pour faire un suivi, et en plus ils ont fermé complètement pendant le Covid. Donc le résultat, c'est que on n'a pas de femmes dans la première partie de l'exposition. Et on a essayé de compenser. J'ai invité 3 jeunes photographes femmes, Shim Si-Yin, Alexandra Santimetti et Caroline Drake, qui se sont jointes à Magnum récemment, et elles ont tout un niveau à elles, au sous-sol de la galerie. Vous avez décidé de découper l'exposition par temporalité. C'est ça. Alors, on s'est mis des limites qui étaient les 70 ans de Magnum et Picto, mais immédiatement, on a cassé les règles. Parce que j'avais eu, en faisant des recherches pour une biographie de Chim, sur laquelle je suis en train de travailler, qui va sortir l'année prochaine, j'ai découvert qu'en 1937, au pavillon de l'exposition internationale, les immenses tirages de Chim et de Capa avaient déjà été faits par Gassman et François Dufort dans leur laboratoire rue de la Comète. Et donc j'ai cherché un peu plus, j'ai gratté un peu plus, et j'ai vu qu'en fait, ils se connaissaient depuis 1936. Et qu'en 1936, pendant la guerre civile espagnole, les pilotes d'avion ramenaient des bobines de fil dans les poches de leurs blousons et les mettaient sur la table de Pierre Gassman, qui a donc commencé à tirer les photographies de Capa et Tarot et Chim à ce moment-là. Alors j'ai continué à creuser, et j'avais rencontré Pierre Gassman il y a très très longtemps, dans le cadre d'un travail sur le tirage pour la revue Camera Art. Et Pierre m'a expliqué donc que c'est à ce moment-là qu'il a commencé à rencontrer les photographes de Magnum. Donc du coup, on a une première partie de l'exposition qui commence à 1936, qui continue avec le Blitz de George Roger, et qui se poursuit avec la première énorme commande de Gassman, qui est très importante historiquement, parce que c'est à cause de cette commande qu'il a décidé de quitter sa cuisine de la rue de la Comète et sa salle de bain, et de louer un véritable labo, son premier labo, en 1950. Ce qui s'est passé, c'est que Chim a travaillé en 1948 sur le sujet Les enfants d'Europe, qui était un travail sur les 13 millions d'enfants orphelins ou blessés après la guerre, et qu'il travaillait avec l'UNESCO, qui montait des expositions, qui étaient des expositions itinérantes, et qui aussi avait une énorme distribution, et donc ils se sont trouvés obligés de faire 23 jeux de 60 photographies, c'est-à-dire 1200 photos.
qui les a occupés pendant toute l'année 1949. Et là, Gassman s'est dit, c'est plus possible, je peux plus travailler dans ma cuisine. Donc en fait, en travaillant avec la préhistoire de Picto, on est arrivé dans l'histoire et à la première partie de l'expo aujourd'hui. Parmi les tirages exposés, il y a beaucoup de vintage, mais aussi des tirages modernes. Comment s'est déroulée la production des tirages? Il y a eu production. J'ai d'abord essayé de caler tout ce qui pouvait être emprunté en tirage qui existait déjà. Et alors là, on a un petit peu un mélange de tirage vintage et de tirage moderne. Par exemple, les tirages de Kappa. Là, il y a un truc intéressant, c'est que l'ICP étant fermé, il ne pouvait pas assurer les tirages. Et donc, c'est Julien Alamo à Picto New York qui a fait les tirages. Donc là, c'est les tirages modernes, mais Gelatin Silver. Et ensuite, les tirages de Roger sont un mélange de tirages vintage et de tirages qui ont été faits par Picto. Donc, certains faits par Pierre Gassman ou Georges Fèvre ou François Dufort à l'époque, et certains faits par Georges lui-même. Et là, certains donc s'appellent en anglais les estate prints. Je suis pas sûre du terme français. Ça veut dire que ce sont des tirages qui ne sont pas forcément vintage, mais qui ont le sceau de la famille ou des ayants droit. Dans le cas de la deuxième génération de Magnum, Ernst Haas et Werner Bischoff, ce sont leurs ayants droit. Victoria Haas qui s'occupe des tirages dans le cas de Ernst. Donc ces tirages du baiser dans le métro, ce tirage de qu'est-ce qu'il y avait d'autre, de Albert Einstein et de Martin Luther King ont été faits en tant que estate prints, donc produits pour l'exposition. Et c'est le cas aussi des tirages de Bischoff dont s'occupe son fils Marco Bischoff à Zurich. Il y a une autre chose intéressante que j'ai complètement découverte avec l'exposition, c'est que Jean Marquis, qui a été brièvement pendant 2 ou 3 ans membre de Magnum, a commencé à Picto. C'est-à-dire que sa femme Suzy Fischer était la cousine de Kappa. Elle l'a envoyé à Kappa. Jean Marquis lui a dit: je veux devenir photographe. Mais Kappa, dont tout le monde dit qu'il s'intéressait pas au tirage, mais c'est pas vrai, lui a dit: la meilleure école c'est le tirage, va apprendre ton travail chez Gassman. Et donc Marquis a été tireur chez Gassman avant d'être photographe. Et les photos qu'on a sont en grande partie des vintage qui ont été produits à la même époque que cette exposition Visage du temps, donc en 1956. Voilà. Ensuite, si on remonte plus à aujourd'hui, on a une variété assez intéressante. Les tirages de Patrick Zachman ont été produits à Picto Paris, Picto Bastille. Il y a à la fois des tirages noirs et blancs de Tiananmen Square et des tirages de l'incendie de Notre-Dame et ensuite du chantier, puisqu'il est le seul photographe à travailler actuellement encore sur ce chantier. Ensuite, il y a Richard Galbar qui a pris une position radicale. Lui, il a décidé d'utiliser Picto Online, c'est-à-dire qu'il n'a pas mis les pieds au labo et que toutes ces photos dans l'exposition, ces noirs et blancs, ont été produits par Picto Online. Et alors là, dans la galerie, on arrive devant le grand mur de Antoine d'Agata, et là, il y a quelque chose d'extraordinaire. Il y a Picto Bastille qui a produit un énorme wallpaper, un papier peint. Et l'idée, c'était un petit peu on a composé la mosaïque avec Antoine. C'est surtout lui, mais j'ai noté dans son livre les photos qui me paraissaient les plus intéressantes pour les mettre. C'est une espèce de rétrospective en un mur, une mosaïque. Et on a mis par-dessus des photos encadrées qui donnent un relief. Et c'est vraiment intéressant. Voilà. Après, on a aussi mis l'accent sur Raymond Depardon. Et là, ce qui m'a vraiment frappé en mettant en regard sa correspondance new-yorkaise de 1981 et son autre correspondance new-yorkaise de 2017, c'est que non seulement il est passé du 35 mm et du noir et blanc à la chambre
et à la couleur, mais il y a un problème d'échelle. Et là, on arrive à qu'est-ce qui se passe avec le tirage entre 1980 et 2017 ou 2020. Big is beautiful. On arrive à cette idée que les tirages deviennent de plus en plus grands. On arrive à des choses comme Thomas Struth ou Lorca di Corcia ou Gursky, qui sont des photos qui prennent un mur entier, qui pourraient être aussi grandes que toute la mosaïque de d'Agatha. Donc ça, c'était un côté intéressant. Sur le mur de Bruno Barbet, c'est très triste parce il est mort pendant l'exposition. Et c'est quelqu'un avec qui j'ai longuement collaboré pour son livre Passage. Et là, ce qui était intéressant pour moi, c'est la qualité des dye transfer, qui était un procédé assez rare et qui donne des couleurs sourdes et assez subtiles qui m'ont fait penser aux magazines comme le Sunday Times Magazine des années 80, en fait. Nous avons évoqué donc les vintages des photographes de l'agence Magnum, les tirages modernes de leurs successeurs. Quel sera selon vous l'avenir du tirage pour la photographie face à l'essor des représentations digitales? Alors, je pense que c'est une période qui est très très intéressante parce que c'est une période de transition, c'est-à-dire qu'il y a à la fois des gens qui tirent de manière argentique et des gens qui tirent de manière digitale. Et il y a aussi une espèce, je ne sais pas si c'est une mode ou vraiment un mouvement, mais il y a beaucoup de gens qui reviennent à des modes de tirage des débuts de la photographie, comme le cyanotype ou d'autres. J'ai parlé avec des tireurs comme Fèvre et Gassman, surtout dans les années 80. Ils voyaient leur métier comme on est un caméléon. On peut travailler avec n'importe quel photographe. Et on doit, pendant la même journée, passer de Bill Brandt à Helmut Newton. Ça a changé, c'est-à-dire que le rapport du tireur avec le photographe est devenu plus personnel et plus pointu. Certains tireurs tirent avec certains photographes. Le rôle du tireur est reconnu, ce n'est plus un artisan, c'est un artiste. Moi, je suis un petit peu inquiète, j'ai peur que ça devienne un petit peu un travail de niche ou spécialisé. Il y a une réorientation du genre de photographe qui travaille avec un tireur. Ils sont devenus plutôt soit des artistes plasticiens, soit des photographes de mode, soit des photographes publicitaires, parce que l'argent dicte quand même beaucoup de cette relation. Mais il reste quand même beaucoup de laboratoires à Paris comme à New York. Je pense que cette collaboration va perdurer, parce qu'elle est quand même très très importante. Et elle nous apprend à voir le tirage comme quelque chose qui n'est pas définitif. C'est une œuvre ouverte. On ne peut pas dire il y a un bon tirage, il y a un mauvais tirage. Il y a plein de tirages vintage qui sont affreux. Ce sont des espèces de machins brillants, peut-être même plastifiés, qui ont été utilisés pour la distribution et qui maintenant font leur entrée dans le marché de manière complètement scandaleuse. Et il y a des tirages contemporains qui sont absolument extraordinaires, y compris des éditions. Auriez-vous une anecdote, un souvenir à partager avec nous? Certainement, mais un peu me souvenir de mon entrée dans la photo, c'est pas forcément sur le tirage. Euh, Ce qui s'est passé, c'est que je travaillais pour un magazine de peinture qui s'appelait Opus International, et grâce à un peintre qui avait été à l'école avec lui, j'ai rencontré le graphiste du magazine Zoom qui s'appelle Maurice Coria. Et il m'a dit, bah voilà, tu vas t'occuper de photos. Et moi, je n'y connaissais absolument rien. Il y avait à l'époque un rédacteur en chef, André Pozner, le fils de Vladimir Pozner, militant et écrivain. Et Pozner m'a dit, voilà, tu vas rencontrer Robert Doisneau et faire un entretien avec lui. On va publier un portfolio de ses photos. Il m'a dit, c'est à 5 heures à Rungis. Et j'avais pas compris qu'il s'agissait de 5 heures du matin. Et à l'époque, j'étais plutôt quelqu'un qui faisait la fête.
Et bon, et finalement j'ai compris et j'arrive à Rungis de très mauvaise humeur et je vois arriver un petit bonhomme en casquette avec un énorme sac à dos et je me dis: «Oh là là, qu'est-ce qu'il trimballe comme matériel?» Pas du tout. Il ouvre son sac et il sort une vingtaine de boîtes de conserve de pour chats et un ouvre-boîte. Il ouvre toutes les boîtes, il les aligne et tous les chats, de Rungis ont débarqué. Heu il faisait encore noir et il me dit, comme ça, il me regarde, il me dit: «Bah, voilà, dans l'obscurité, leurs yeux sont comme des sémaphores sur une côte». Et c'est là où je suis un peu tombée amoureuse de la photographie et bien sûr de Doisneau avec qui j'ai fait de multiples promenades dans Paris, où on distribuait ces tirages. Parce qu'il ne se contentait pas de photographier les gens, ensuite, il allait, gentiment donner ses tirages à tous ceux qu'il a photographiés. Donc c'est comme ça que j'ai aussi appris à connaître Paris, parce que je suis quelqu'un qui, ne vient pas de Paris. Je viens de la Méditerranée, de l'Égypte, et j'étais très ignorante sur Paris comme sur la photographie. Voilà. Mais je crois que tout se passe par les amitiés. Parce qu'à mon époque, il n'y avait pas de master de photographie. J'ai jamais étudié la photo, j'ai étudié l'histoire de l'art. Et en plus, j'ai jamais été très loin, non, j'ai jamais fait de doctorat. C'est plus le cas maintenant. Carole, merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions.